Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque j'ai invité Laurence Aura. Salut Laurence. Salut Juliette, bonjour tout le monde. Ça va ? Ça va bien, merci. Je suis ravie d'être dans Reset ton assiette de début d'année. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Parce que toutes les deux, on va parler d'un sujet assez tabou, je dirais, malheureusement, notamment le sujet de la ménopause. Donc si tu peux, un peu te présenter à mon audience, dire qu'on va parler de ce sujet aussi. Oui, absolument. Alors, je m'appelle Laurence Sora, j'ai 56 ans demain. Je suis psychologue et diététicienne et je suis sur Instagram sous le nom de la psy des kilos. Mhm. Mon travail, c'est globalement d'aider la plupart du temps les femmes, pas que les femmes, mais il s'avère que la plupart de mes patients sont des patientes. Ouais. Donc, d'aider les femmes à traverser leur vie de femme en pacifiant leur rapport à leur assiette, à leur corps et à leur poids. Mhm. Donc, parfois, c'est juste le poids, parfois, c'est juste le corps, parfois, c'est juste l'assiette. Mais l'idée, c'est vraiment de les aider à avoir une vision, à trouver leur chemin alimentaire Mhm. et pouvoir se sentir confortable, à l'aise, tranquille, sereine face à leur choix alimentaire et face à leur corps et à l'image de leur corps. Et à force de rencontrer des patientes et de voir mes patientes vieillir avec moi, puisque Mhm. je ne sais pas si les gens qui font ce métier le remarquent, mais on a souvent des patients qui nous ressemblent, c'est-à-dire plus de jeunes mamans quand on a un jeune enfant, plus de jeunes très jeunes quand on est soi-même jeune très jeune, etc. Ouais, c'est vrai. Et moi, je les vois vieillir avec moi, évidemment, mes patientes. J'ai pu remarquer au fil du temps qu'il y avait une question que moi, je posais systématiquement quand les femmes atteignaient à peu près 45, 47, 48 ans. C'était où en êtes-vous par rapport à la ménopause? Je pose toujours la question, à quelle date avez-vous eu vos règles? Ouais. Et où en êtes-vous par rapport à la ménopause ou à des troubles hormonaux? Et en les écoutant me répondre qu'elles n'en savaient rien, qu'elles savaient même pas trop quand ce serait la ménopause, que ah oui, en effet, peut-être ça faisait 2 ans qu'elles avaient des règles très irrégulières et que en même temps ça faisait aussi 2 ans qu'elles avaient pris du poids et ça faisait 2 ans qu'elles dormaient pas bien. Enfin voilà, Mhm. je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme lacune de connaissances et d'informations sur la question de la ménopause et je me suis dit que j'avais envie d'écrire un livre à ce sujet Mhm. qui est sorti mi-septembre 2023, qui s'appelle La Révolution Ménopause et qui vise à explorer à la fois la dimension corporelle, le poids corporel et comment s'en alléger, le poids psychologique et comment s'en alléger, et aussi le poids sociétal, puisque tu le disais, c'est un tabou, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Le poids sociétal, qu'est-ce que la société fait peser sur la femme qui arrive aux abords de la ménopause. Et la période qui m'intéressait particulièrement, c'est la périménopause, c'est-à-dire la transition entre le temps de la vie génitale et l'arrêt définitif des règles et l'installation réelle dans la ménopause. Mhm. D'accord. Ouais, tu trouvais du coup qu'on n'en parlait pas assez de tout ça dans la société Alors, je trouve que dans les médias, on n'en parle pas beaucoup. Mhm. Alors, là, il y a quelques mois à peine, enfin le mois d'octobre était le mois de la santé de la femme. Ouais. La journée de la ménopause est le 18 octobre, en plein milieu du mois de la santé de la femme. Moi, si tu veux, par exemple, j'ai 56 ans, j'ai appris en octobre 2021 qu'il y avait une journée de la ménopause. Mhm. Même pas. On m'avait jamais parlé de la ménopause. Je n'avais jamais entendu ce mot prononcé par aucun professionnel de santé, aucun gynéco, rien. Personne ne m'avait prévenu de rien. Ma mère, rien. Ma sœur aînée, rien. Enfin, bref, rien de rien. J'en parlais jamais avec mes copines. Mhm. Et donc, c'est plutôt via mes patientes que j'ai commencé à me dire, mais en fait, si elles ne sont au courant de rien, si moi je suis au courant de rien, comment on se met au courant? Ouais. Qui transmet quelque chose? Qui est au courant de ce truc? Du fond de ce truc. Et surtout, comment ça se fait que, alors que toutes les femmes, 100% des femmes, vont être un jour ménopausées et Mhm. vont traverser cette période de transition entre génitale et ménopause avérée, comment ça se fait que ce qui touche la moitié de la planète, au sens vraiment numérique du terme,
C'est vrai. n'est pas parlé, discuté, échangé, transmis, porté par personne. Enfin, comment c'est possible? Moi, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à regarder qui en parlait, et puis je me suis rendu compte déjà qu'il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup de Françaises, mais évidemment, par la grâce des réseaux sociaux, quand tu commences à t'intéresser à un sujet, on te pousse absolument tout ce qui existe sur ce sujet. Donc, au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il n'y a plus que ça. D'ailleurs, quand j'ai fini d'écrire mon livre, juste à la fin, j'ai envoyé mon manuscrit. Et là, je me suis dit, oh là là, mais en fait, j'ai écrit, c'est naze, j'ai rien, je vais rien apprendre à personne, tout Ah, a été dit, qu'est-ce que ça apporte réellement de plus? J'avais vraiment l'impression que ça n'apporterait rien. Bon, en vrai, c'est un peu aussi le problème de l'écriture, c'est que toi, tu es complètement immergé dans un sujet, tu as l'impression que mm. tu soulèves des choses innovantes, et puis après, tu te rends compte que, ben non, en fait, il y a d'autres gens qui ont écrit aussi sur ce sujet, heureusement, que d'autres gens en parlent, mais que d'autres gens, ça fait pas une généralisation. Ouais. Et en fait, je crois vraiment que la ménopause, c'est le dernier tabou à faire tomber sur la vie de la femme. On a fait tomber le tabou sur les règles, sur Mhm. les problèmes, tous les syndromes prémenstruels, sur les grossesses, sur le postpartum avec les dépressions postpartum, ce genre de choses. On a le deuil périnatal. On a fait quand même tomber pas mal de tabous, évidemment, sur l'inceste, Ouais. les violences sexuelles, sur la santé mentale de Mhm. la et de l'homme, mais sur la santé mentale de la femme, qui est là aussi statistiquement plus impactée par des problématiques, notamment de dépression au fil de sa vie, que les hommes. Et ce truc-là, je me suis dit, bon, bah, c'est le dernier tabou qu'il faut faire tomber. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est Face au tabou, comment alléger votre tête et votre corps. Parce que voilà, je crois que, et je suis très heureuse parce que les retours que j'ai sont vraiment de merci d'avoir ouvert la parole là-dessus, merci Mhm. d'avoir fait parler vos patientes, merci de nous donner des éléments d'information. Et j'ai même parfois des professionnels de santé, notamment des médecins Mhm. généralistes, qui n'abordent pas du tout ce sujet pendant leurs études, Ouais. qui font comme ils peuvent. Les consultations ménopause, c'est des consultations qui sont très chronophages, donc ils hésitent Mhm. à avoir. Sauf que maintenant, les femmes, enfin, il y a un moment, il faut que quelqu'un leur en parle, quoi. Bah oui, oui, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets au final, notamment liés à la santé des femmes, qui n'est pas abordé, ou même liés à la santé type bah, tout, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, ou même le comportement alimentaire en tant que tel. Enfin, il y a quand même beaucoup de, comment dire, pas de lacunes forcément, mais on va dire que voilà, on manque de personnes qui prennent la parole sur ces sujets, et voilà, c'est ce que tu fais aussi à travers ton compte, et moi aussi je le fais, mais c'est vrai que on a ces retours de ah merci d'en parler parce qu'en fait on n'en parle pas et donc ces personnes se sentent très seules et je pense que c'est un peu la même chose je dirais pour les personnes qui sont donc les femmes qui sont concernées par la ménopause ou la périménopause, c'est de se sentir un peu seule face à cette situation, de pas comprendre ce qui leur arrive, de pas avoir les ressources et les outils nécessaires à faire face à tout ce que ça comporte en fait. C'est ça, exactement. Mais là où moi, ça me sidère, c'est, comme je te le disais, c'est 100 Mhm. pour femmes, alors que les troubles du comportement alimentaire ne touchent pas 100% des personnes. Ouais. Et puis, c'est 40% de la vie d'une femme va se passer en ménopause. Oui, c'est ça, c'est hyper évident quoi. Enfin, C'est ça. Là où la plupart de ce qu'on transmet autour de ça, c'est la notion de vieillissement et l'espèce de finitude de la vie. Tu vois, tu n'es plus mhm. utile, tu n'es plus fertile, tu n'es plus utile à la reproduction, donc tu n'es plus utile à rien. Tu es invisibilisé dans les médias, dans les films. On parle du tunnel des 50 ans des actrices. Ouais, Donc il y a vraiment quelque chose autour de c'est vrai. cette période de 50 ans dans une entreprise. Les seniors sont seniors à 45 ans, à partir de 45 ans. Mhm. Et les femmes seniors ne réagissent pas du tout comme les hommes seniors. Quand une RH ou un RH vient dire à un homme, t'es senior maintenant, il dit, vas-y, dis-moi quelle est la taille de l'équipe que je vais manager. Ouais. Quand le même RH va dire à une femme, t'es senior maintenant, elle dit, ouh là là, pourvu qu'on me colle pas dans un placard et qu'on me garde. Tu vois? Mhm. Bon, et puis, de toute façon, tout à fait réellement, c'est une période de vie qui est un peu particulière parce qu'il y a une espèce de croisement de plein de choses. Donc, fin de la vie génitale, certes, de la capacité de reproduction, certes, souvent départ des enfants, de la maison, parfois fin du couple ou difficulté à recréer un état, une vie amoureuse ou sexuelle avérée, des difficultés physiques corporelles des changements corporels Mhm. qui amoindrissent un peu la confiance que la femme avait jusque-là dans son corps, si elle l'avait, et
augmente l'inconfort quand c'était déjà inconfortable. Donc, c'est vrai que ça remue plein de trucs à ce moment-là. Souvent, les parents sont de plus en plus âgés et donc la femme se retrouve dans une position d'aidante. Il y a beaucoup plus d'aidantes en Ouais. France que d'aidants. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment un moment assez particulier qui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire et à ce que la société renvoie de l'espèce de fin, pour moi, est plutôt un moment où on rebat notre jeu de cartes Mm. et on peut réétaler nos cartes et se dire qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai, avec la manière dont je me projette ou pas. Je dis pas forcément qu'il faut avoir des grandes ambitions et des trucs, faire des trucs incroyables, mais juste se demander qu'est-ce qui a encore du sens dans ma vie, dans mon organisation, dans la façon dont je gère mon quotidien, dont je suis dans mon quotidien. C'est un chouette moment de transition pour se poser cette question. Mhm. Ouais, c'est vrai que tu as une vision assez novatrice, je dirais, de la ménopause, parce que c'est vrai que ce qu'on nous renvoie, c'est vraiment le côté que tu es mise un peu au placard quand tu vieillis, donc en tant que femme. Je pense qu'il y a ce croisement aussi de l'agisme et de la misogynie qu'on peut observer avec la ménopause, mais c'est vraiment, voilà, t'arrives à un moment de ta vie où c'est ciao, tu peux plus faire d'enfant, tu sers plus trop à quelque chose en fait, et maintenant il est temps de se ranger, alors que comme tu dis, un homme, il y a quand même ce côté valorisation justement de l'âge, et on voit un homme qui vieillit, je pense à Georges Clooney, ce genre de choses, vraiment, c'est des visions très différentes du même âge, en fait, pour deux personnes voilà, pour deux types de personnes, quoi, deux genres différents. Ouais, je donne cet exemple dans mon bouquin de tabloïd anglais qui parle de Mm, la princesse Laetitia et qui a une mèche blanche dans ses cheveux mm, et disent elle se laisse aller. ouais, Et il parle d'un acteur, je sais plus si c'est Colin Farrell, je suis plus très sûre du nom, mm. un acteur qu'on voit avec les cheveux grisonnants et il l'appelle le renard argenté. Ah ouais. Et là, je me suis dit, bon, les gars, il y a un truc quand même, vous avez un problème avec quoi exactement? C'est pas avec les cheveux blancs parce que c'est bon que c'est un homme ou une femme. Ouais, C'est c'est pas vrai. pareil. Oui, il y avait aussi Andy McDowell, il me semble, qui laisse ses cheveux blancs, et oui, elle s'était faite aussi critiquer. Enfin, rien que à travers ce prisme-là, on peut vraiment voir à quel point les traitements sont différents et sont injustes, en fait. Oui, et tu parlais alors de misogynie et agisme. Moi, j'appelle ça plutôt l'agisme et le sexisme, Ouais. qui sont les deux plus gros facteurs de discrimination, notamment en entreprise en Mm. France. Ce sont les deux premiers facteurs de discrimination. Donc, évidemment, bah, sexisme, on comprend bien que c'est quelque chose à voir avec les femmes, Ouais. et agisme avec leur âge. Donc, une femme qui vieillit, ben, c'est un énorme facteur de discrimination, plus encore que les hommes. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est toujours quand il y a combinaison, on va dire, de non-privilèges, de discrimination de facteurs, ouais, c'est clair que ça complique la tâche, quoi. Mm. Oui, alors après, moi, vraiment, ce que je me suis employée à faire dans ce bouquin et ce que je m'emploie à faire avec mes patientes, c'est Mhm. toujours un peu l'idée il y a un existant. Je veux dire, tu peux passer ton temps à t'arracher les cheveux en disant c'est horrible, je vieillis, c'est affreux, pourquoi ça m'arrive à moi, j'étais pas préparée, etc. C'est pour ça que je suis très heureuse d'en parler avec toi en plus, qui est très jeune et qui est sans doute écoutée par des personnes plus ou moins de ta gamme d'âge, parce que je pense que c'est un sujet qui, contrairement à ce qu'on croit quand on est jeune, est un sujet qui nous concerne toutes à tout âge, parce qu'il y a des tas de choses qu'on peut préparer, qu'on peut d'une certaine manière anticiper Mm. ou accueillir lorsqu'elles arrivent, plutôt que de se mettre la tête dans le sable en se disant ah là là, c'est trop horrible, c'est trop horrible. Je veux Mm. surtout pas en entendre parler et avoir l'impression de tomber en ménopause, tomber d'une falaise quand ça arrive. Mm. Outre le fait que bah, à tout âge, on a des collègues, on a des amis, on a une mère, on a enfin des gens autour de nous qui sont susceptibles d'être traversés par des symptômes compliqués, invalidants, handicapants, et que bah, se sentir soutenu ou au moins entendu, avoir l'impression que c'est pas juste bah, t'as ta Ouais. ménopause ou quoi? T'es en ménopause ou quoi? Non, ben vous êtes Ouais, t'as des gentil. bouffées de chaleur? Ouais, c'est ça. Ah, bah, dis donc, tu rajeunis pas. Bah, bref, ce genre de choses, on pourrait rentrer dans un champ lexical et dans un type de communication intergénérationnel Mhm. qui pourrait être différent. On n'est pas obligé d'en parler qu'avec ses copines. Donc moi, je suis contente d'en parler avec toi et je suis Mhm. contente aussi d'amener une vision c'est pas une catastrophe, Ouais. c'est pas trop horrible ce qui arrive, c'est juste la vie. Ça Mhm. prouve qu'on est en vie déjà, hein, parce que le changement, c'est la vie. Et que si on ne change pas, c'est qu'on est mort, globalement. C'est vrai. Euh, J'ai dans quelque chose qui peut s'apparenter à la mort. Et je pense qu'il y a tout un tas d'éléments positifs à cet Mhm. état dans lequel on rentre qui sont intéressants à évaluer, à regarder.
et à s'approprier. Ouais, après c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter sur le podcast, parce que ta vision, elle est optimiste et à juste titre, hein, dans le sens que tu vois, de la voir de façon plus sereine et de se dire bah c'est tout en fait, c'est juste voilà ce qui arrive et que c'est pas une fatalité, que c'est pas quelque chose à redouter en plus pour même les personnes qui n'y sont pas encore et qui connaissent pas trop et qui ont l'impression que bah vu tout ce qu'on nous vend sur ce sujet, hein, le tunnel comme tu dis, hein, de côté voilà c'est foutu. Donc c'est assez intéressant de se dire que ben peut-être qu'on peut se réinventer d'une certaine manière à cet âge-là et à cette période-là de notre vie notamment. Bah, en fait, je crois que, alors, particulièrement les femmes, mais tous les humains, on se réinvente un peu en permanence. Mm, Si on regarde bien, c'est vrai. si tu te dis, bon, bah voilà, j'ai 20 ans, je suis dans tel boulot, ou 22 ans, je suis dans tel boulot, j'ai tel corps, et puis je veux pas me réinventer, ben, en fait, ou tu deviens très vite un jeune vieux con, Mm, ou tu es dans une forme d'immobilisme. La vie, c'est vrai. ça avance, ça bouge, ça nécessite de la flexibilité, de l'adaptabilité. On n'est plus dans des carrières, pour ne parler que de ça, des carrières qui durent 35-40 ans dans la même boîte, avec des petits escaliers promotionnels comme ça qui t'amènent à des postes de plus en plus hauts et des salaires de meilleur en meilleur. Ça n'existe plus. En fait, ta génération, vous allez changer 3 ou 4 fois de métier dans votre vie. Peut-être toi, tu as déjà changé, j'en sais rien. Oui, en effet. Moi, si tu veux, ma génération, moi, j'ai changé une fois. Je fais figure de waouh. Dans ma Ouais, génération, je parle. ouais. La plupart de mes amis sont restés dans leur boulot. J'étais vraiment un cas à part. Mais je vois que 10 ans de moins, 15 ans de moins, il y a déjà des changements plus nombreux, plus fréquents chez les gens, récurrents dans la même vie. Et donc, on a une obligation d'adaptabilité. Et plus on s'adapte jeune et plus on comprend ça jeune, et mieux on va pouvoir vivre les impromptus de la Mm, vie. mm. Et la maladie est un impromptu négatif. La ménopause, c'est d'abord pas un impromptu, on le sait. Quand on commence sa vie génitale, elle a une fin. Enfin, on le sait. On le sait pas forcément parce qu'on nous l'a pas forcément dit, mais je veux dire, ça fait partie du déroulé qu'on peut connaître. C'est quelque chose qu'on on a le temps de voir arriver, donc on a le temps aussi de se dire, bah, attends, il va y avoir des changements, donc qu'est-ce que je peux faire de ça? Donc c'est une vision optimiste, réaliste, tu Ouais, vois. c'est ça. Là, que, mais si, c'est trop cool, les filles, allez, vous allez avoir de nouveaux projets. Non, évidemment, tout le monde n'aura pas de nouveaux projets, on n'a pas tous les moyens d'avoir des nouveaux projets, on peut pas se permettre toutes d'avoir des nouveaux projets, mais vraiment, la notion de juste d'accueillir ce qui arrive, ça Mhm. change mentalement le prisme. Ouais, oui, d'avoir un regard plus apaisé par rapport à ça et pas forcément lutter contre ou. C'est ça. Ouais. Ou Mhm. vouloir absolument revenir comme avant. Ouais. Mhm. Tu vois, ce grand truc de comme avant, mais qu'on voit aussi dans les troubles du comportement alimentaire, hein, Mhm. de retrouver mon poids de tel âge, d'avant mes Ouais, enfants, ouais. de mes 20 ans, de mes 16 ans, finalement, à plein de niveaux, on n'est jamais le jour d'après comme le jour d'avant. Ouais, il y a cette notion que j'aime bien de deuil corporel qu'on vit tous au final, même rien qu'avec le fait qu'on vieillit ou que notre corps change, parce que bah c'est ok en fait les corps changent et d'intégrer ça, c'est ça qui nous permet aussi bah, d'accueillir ces changements et de pas lutter comme on peut le voir aussi avec la ménopause quoi, d'accueillir ce changement et de changer un peu notre perception qu'on a de ça change tout aussi on va dire dans la tête et du coup c'est une autre expérience. Oui, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de croyances, tu vois. Ouais. Quand on dit accueillir la ménopause, il y a certaines personnes qui imaginent, ah bah d'accord, ok, je suis vieille, maintenant je vais plus pouvoir porter certains vêtements, je vais plus pouvoir me coiffer de telle manière. Mm. Enfin, comme s'il y avait des sortes d'obligations avec des états particuliers, comme il y a pu en avoir sur d'autres. Je ne sais pas, par exemple, la grossesse, une femme enceinte, avant, ne devait pas avoir de rapport sexuel pendant sa grossesse, par exemple, ou ensuite de ses couches. Bon, bah, à l'heure actuelle, on est très à l'aise pour parler de la sexualité pendant la grossesse, avec un enfant nourrisson. Enfin bon, on a plus ce sujet, la sexualité pendant les règles, par exemple. Bah, la sexualité à la ménopause, c'est important de comprendre que tout ne s'arrête pas, que tout ne doit pas changer et que on est nous-mêmes, on est pourvoyeur de nos propres croyances. Ouais. Ces idées reçues et ces croyances, elles sont évidemment aussi le fait de ce que la société renvoie. Enfin, tu vois, c'est une espèce Mm. de dynamique qui marche dans les deux sens. Parce que c'est quelle croyance que tu vois le plus souvent, d'ailleurs, sur la ménopause? Ou les clichés qui te saoulent le plus? Je suis plus séduisante, Ouais. je suis horrible, c'est la fin de tout.
c'est pas que ça me saoule, hein, parce que c'est de la souffrance, donc Mm. ça me saoule pas en soi. Là, je parle vu des femmes, hein. Ouais, mais des Après, femmes, ouais. d'autres vus de l'extérieur, mais Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que quand je dis saoul, c'est plutôt genre la oui, c'est ça de l'extérieur. société qui dit Tout à fait. Donc ça, c'est l'impression que c'est pas gai, qu'il y a un côté un peu morbide, même à juste parler de ça. Mm. Alors ça peut me saouler d'ailleurs quand, par exemple, je fais un live sur la ménopause et qu'il y a des gens qui viennent me dire sur le live en commentaire, ah bah dis donc, c'est pas gai hein, ce dont vous parlez. Ah là là, moi, franchement, ça me déprime de vous écouter. Ben juste pars, hein. En fait, Oui, il y a le choix quand même sur les oui, réseaux c'est sociaux. ça. Oui, oui. Alors, on a de quoi faire sur les plateformes, donc t'as pas envie, mais je vois pas trop ce que ça apporte dans le propos de venir dire ça, si ce n'est juste de souligner le mal-être que ressent cette personne par rapport à elle-même, tu vois, et par rapport à la notion de vieillissement. Et dans l'autre sens, en idée reçue de la société, ce qui me saoule, c'est quand on me dit ah ben pourquoi tu parles de vieillir quand tu parles de la ménopause? Ben Mm. parce que c'est un état de fait. C'est Bah parce ouais. que les ovaires ont vieilli, c'est parce que le stock est fini que d'ovocytes que on bascule vers la ménopause. Donc c'est comme s'il fallait avoir un discours tellement positif, tellement optimiste, Mm. qu'il fallait se cacher l'idée de vieillir. Tu vois? C'est que la ménopause, ce serait je sais pas quoi, qui serait pas en lien avec le vieillissement. Ah, c'est marrant parce que du coup, c'est tabou et en même temps, quand on en parle, faudrait cacher un peu La réalité de la la chose. réalité, ouais. Mm. Bah, c'est bien la preuve que c'est tabou. Ouais. C'est-à-dire que ça ne peut pas être regardé en tant que tel. Oui, c'est Il faut, ça. Même quand c'est regardé, c'est il y a une ça. distorsion, quoi. Mm. Il faut le réhabiller, il faut mettre un paravent devant, il faut Ouais, mettre faut le autre chose. remarquer, c'est un petit peu. Ouais, c'est ça. Après, ce qui m'agace, me saoule, bah, c'est quand on parle de la ménopause de ne voir que des femmes, pas d'hommes, qui Mm. réagissent, d'hommes qui se sentent concernés. Mm. Et pourtant, ils le sont. Ils ont parfois une conjointe, une compagne, une épouse, enfin quelqu'un qui a à peu près le même âge qu'eux Mm. et dont ils voient et ils subissent parfois les effets de la ménopause, notamment sur leur caractère, l'irritabilité, sur le sommeil. Donc comprendre ce qui se passe chez leur femme ou chez la personne qui partage leur vie ou leur lit, c'est pas tout à fait inintéressant à la fois pour mieux accueillir lui aussi ce qui se passe et ce qui va impacter sur sa vie, mais aussi pour être un support, pour accompagner ce moment de vie un peu comme peuvent l'être les hommes sur la grossesse, Ouais. sur l'accouchement, ils sont là maintenant à l'accouchement. Pourquoi est-ce que cette partie-là de la femme qui va durer chez certaines, en moyenne dure 4 ans, mais entre 4 et 7 ans, c'est un énorme temps de vie. Comment tu peux chercher à passer à côté, l'ignorer? Puis ces mêmes hommes, quand bien même ils n'ont pas d'épouse, de femme, de machin, ou quelqu'un de beaucoup plus jeune dans leur vie, ils ont des collègues, ils Mhm. ont des contacts avec des gens extérieurs, ils ont peut-être des amis de leur âge, amis IES. Bah, ce serait cool quand même qu'à un moment donné, on ait Mm. l'impression qu'on puisse aborder ce sujet sans que d'un coup les mecs se mettent à parler d'un truc de mec, Oui. du foot de bagnole ou je sais pas quoi, de Ou de ramener un peu à eux d'une certaine façon les trucs, mais éventuellement. Mais oui, mais on parle jamais de l'andropause. Ah voilà, oui, ça oui, c'est ça. C'est toujours l'autre truc ça. qui m'exaspère, c'est quand je me mets à parler de la ménopause et qu'on me dit, oui, mais quand même, et l'andropause. Rien à voir. Mm. L'andropause, ça ne touche pas 100% des hommes, ça les touche pas à un temps, un âge déterminé. Mhm. C'est pas la même révolution. Il y a des impacts hein, chez les hommes qui vivent une andropause difficile et il y a des impacts qui sont pas si loin que ça de ceux des femmes. Mais il y a de toute façon pas le même regard de la société. Il n'y a pas de regard de la société sur l'andropause puisqu'on ignore que l'homme vieillit, qu'on ne veut pas voir que l'homme vieillit. Donc, Mhm. il ne peut pas y avoir de regard de la société, ni dénigrant, ni discriminant, puisque ce n'est pas, il n'y a pas d'état de discrimination là-dessus. Donc, pour moi, Mm. c'est tout à fait différent. Et puis, la dernière chose que je dis là-dessus, c'est, et moi, je suis une femme de 56 ans, je m'occupe des femmes, ben, qu'un homme s'empare de la question de l'andropause et en Ouais, parle, il témoigne et disent ce qu'ils croisent, ce qu'ils voient, et puis voilà. ouais, c'est vrai. Mm. Ils s'emparent de leur sujet de santé, eux aussi, et de bien-être, plutôt que de toujours laisser ça à faire aux femmes. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça serait tellement, enfin pas utopique, mais ça serait très bien que les hommes soient au courant, enfin plus au courant, plus informés, ou que même eux, peut-être, ils s'intéressent plus à la santé féminine, et notamment, bah, même ce que tu disais, bah, avec la ménopause, mais je pense aussi au syndrome prémenstruel qui touche aussi beaucoup de femmes, et que beaucoup d'hommes sont dans l'incompréhension quand ça arrive, bah, de se dire, bah, voilà, qu'ils savent enfin ce que c'est, bah, et voilà, qu'ils s'attendent aussi à des changements, à être soutien, comme tu dis aussi. Enfin, en fait, on gagnerait tellement à ce que les hommes soient au courant de tout ça et que ça soit pas des tabous, que des sujets strictement féminins, mais que du coup
qu'on garde dans un microcosme comme ça, mais puisse voilà, être ouais, vulgarisé, quoi, tous ces sujets. Ouais, tout à fait. Et j'ai eu 2, 3 fois, j'ai eu l'occasion d'être interviewée par des hommes sur Ouais. cette question de ménopause et j'ai trouvé ça vraiment super qu'ils s'en emparent. Et je me souviens sur l'émission Grand bien vous fasse, il y a un monsieur qui a appelé, qui a été pris à l'antenne Mhm. et qui disait moi, je voudrais surtout savoir ce que je peux faire pour accompagner ma compagne sur ce sujet. Trop mignon, quoi. Ah Et ouais. tellement juste, mais le simple fait qu'il appelle pour poser cette question, je pense que c'est bon, quoi. Il a compris qu'il faut être là, il faut être compréhensif, que tout n'est pas toujours dirigé contre lui, parce que parfois l'irritabilité, les mouvements d'humeur, ça peut vite se transformer en je comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais non, mais on parle pas de toi en fait, c'est pas toi, c'est à l'intérieur de moi, il y a un dragon qui rugit. Et c'est toi là, ça pourrait être quelqu'un d'autre, le boucher ou n'importe quoi. À un autre moment, mon dragon, il rugirait de la même manière. Ouais. Et ce qui permettrait, je pense, à ça, de bien des incompréhensions et bien des tensions Ouais, aussi. c'est ça. Et je pense à toute la dimension de sexualité qui peut être difficile à ce moment-là pour la femme, avec des douleurs, avec une perte de libido, avec une difficulté à se retrouver dans son corps et à pouvoir s'exposer à l'autre. Et là, de la même manière, ben, si on en parlait, si les hommes pouvaient comprendre que c'est pas dirigé contre eux, que c'est pas parce qu'on les désire moins eux, mais qu'on n'est pas bien dans son corps, parce que ça réduirait des problématiques conjugales. Oui, oui, c'est vrai. Et est-ce que tu pourrais rappeler à la rigueur aussi les symptômes, je dirais, enfin si on peut dire ça, les signes annonçateurs plutôt de la ménopause, ou du moins quand on arrive vers la ménopause, enfin qu'on est dans la périménopause. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a 34 symptômes. Ah ok. Il y en a qui sont très connus, Ouais, notamment les bouffées de chaleur. ouais. Je pense que si à peu près tu dis dans la rue, tu vas faire un micro-trottoir et tu dis aux gens, donnez-moi un mot qui vous semble caractériser l'entrée dans la ménopause, les gens vont dire bouffée de chaleur. Ouais. Ça, c'est à peu près identifié. Et ça, c'est très évident, tu vois, c'est visible, la personne rougit ou pas, transpire ou pas, mais en tout cas a l'impression qu'il y a un four géant en pleine pyrolyse qui vient de s'ouvrir devant son visage et le haut de son torse, tu vois. Une bouffée de chaleur, c'est comme ça. Mm. T'as d'un coup, alors qu'il fait -5 dehors, de la transpiration sous les cheveux, sous les seins. Tu as vraiment l'impression qu'il y a une centrale nucléaire qui vient d'exploser à l'intérieur de toi, tu vois. Ok, ouais. C'est- Vraiment, c'est hyper impressionnant parce que c'est très rapide. Mhm. Alors, je décris un peu les bouffées de chaleur parce que c'est pareil, à force de dire bouffée de chaleur, en fait, les gens savent pas ce que c'est une bouffée de Mhm. chaleur, et non pas les hommes et pas les femmes non plus quand elles n'en ont pas connu. Ce qui est assez troublant, c'est que ça dure entre 30 secondes et 3 minutes. Mais imaginez un tel bouleversement à l'intérieur en si peu de temps, une telle intensité extrêmement rapide, c'est très impressionnant. Et avec l'impression que, évidemment, tu ne peux rien faire pour t'opposer à ça. Là aussi, il y a tout un truc de j'avais, parce que là, j'en ai plus depuis quelques temps, mais quelques mois, mais je l'ai toujours, avec moi, un éventail et je m'évente dans toutes les situations. Je m'en fous complètement. Je vois des patientes qui me disent, oh, bah non, moi, dans le métro, j'ose pas m'éventer. Ah bah, si, allez-y. Vraiment. Et l'éventail est un peu revenu à la mode en plus. L'autre fois, j'étais avec une amie de mon fils qui a 23 ans. Il faisait très chaud cet été et on avait toutes les deux nos éventails là comme ça. Et je me disais, c'est rigolo parce qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais vu une fille de 23 ans avec un éventail. Non, c'est vraiment revenu à la mode. Mais ça tombe bien pour nous, pour banaliser un peu cet élément. Donc, la bouffée de chaleur, ouais. Après, il y a tout ce qui va toucher au sommeil. D'une part, parce que le sommeil peut être vraiment, on manque en entrant dans la ménopause, on manque d'une hormone qui s'appelle la progestérone, Mm. qui est l'hormone du sommeil. Ça peut entraîner des troubles du sommeil que la personne connaissait pas du tout avant, ou alors parce qu'il y a des bouffées de chaleur ou des suées nocturnes qui sont un peu différentes. La suée nocturne, c'est vraiment d'un coup, ton lit est un bassin. Ouais. C'est-à-dire que tout est absolument trempé. Et donc, évidemment, ben, quand tu dois, en plein milieu de la nuit, déjà, tu es réveillé par ce truc-là, t'es trempé, tu vas te changer si tu portes quelque chose, tu changes ton lit, tant dire que ta nuit, elle est pas folle, quoi. Elle est Ouais, pas c'est une bonne interruption. bonne grosse. Et quand il y en a qu'une, parce que parfois il y en a plusieurs dans la. Donc ça, c'est tout le truc bouffée de chaleur, sommeil. Il y a tout ce qui touche la sphère urogénitale, donc sécheresse vaginale et infection urinaire ou irritabilité urinaire, qui Mhm. peut donner l'impression qu'on démarre une infection, etc. Sécheresse vaginale, ben, c'est des douleurs à la pénétration, c'est à la pénétration et après, puisque tout devient très sensible, très irrité, voire rétrécissement de l'orifice vaginal. Donc,
pareil, des douleurs qui peuvent se travailler notamment avec un kiné. On fait de la kiné périnéale au moment et vaginale après les accouchements. On peut le faire à ce moment-là aussi. Et après, il y a les risques plus à long terme, qui sont les risques d'augmentation du risque d'ostéoporose, donc de perte de la densité C'était osseuse. osseuse, ouais. Ouais. Et les risques de maladies cardiovasculaires qui redeviennent au même niveau statistiquement que celui des hommes, qui, eux, n'avaient jamais été protégés par les hormones féminines, comme nous, on l'a été pendant toute la vie génitale. Et la prise de poids, qui est un des gros symptômes que les femmes vivent très, 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 très mal, parce que il y a un changement souvent de leur schéma corporel, avec une prise Ouais. de poids abdominale, voire prise de taille de sein, prise de bras, donc quelque chose qui s'installe le cou, qui s'installe au niveau du haut du corps, ou plus globalement sur tout le corps, mais c'est assez rare, ça arrive aussi, hein, mais que les femmes traversent la ménopause sans prendre de poids du tout. Et même 1 kg, 2 kg, 3 kilos, c'est souvent très mal vécu parce qu'elles se disent qu'elles n'ont rien changé à ce qu'elles faisaient, qui leur permettait d'avoir un poids stable, par exemple. Et là, elles se retrouvent avec à nouveau une sorte de dérégulation pondérale sans comprendre du tout quelle en est l'origine, si ce n'est de connaître le métabolisme de la ménopause. Je vais peut-être t'en dire un petit mot de ce métabolisme parce que Ouais. je pense que c'est intéressant aussi par rapport à ce que tu fais. En fait, au moment de la ménopause, on perd de la masse musculaire. Or, la Ouais. masse musculaire, tu sais bien, c'est ce Ouais, qui c'est elle qui, oui, est la plus dépensière en c'est énergie. ça. On perd la masse musculaire et nos hormones masculines, parce qu'on a toujours des hormones masculines, ne changent pas de taux et nos hormones féminines diminuent. Donc, on a une espèce d'inversion, une prédominance, si tu veux, relative des hormones masculines. Et de ce fait, ce qui arrive aux hommes de prendre de la bedaine, et ben nous aussi, on se met à s'arrondir au niveau abdominal. Les femmes qui avaient une taille avant ou plutôt un haut assez fin, se reconnaissent plus nécessairement dans ce qui est en train de se passer. Et dernière chose, comme le sommeil est troublé et qu'on a moins de masse musculaire et moins d'énergie, on a notre métabolisme qui diminue globalement. Et donc, à un niveau alimentaire égal, on a plus d'apports relativement à des dépenses qui sont moins importantes. Ouais, donc d'où les changements, et ça c'est pas évident. Ouais, j'imagine bien que si t'as beaucoup de patientes qui vivent ça et qui arrivent chez toi en te disant mais punaise, qu'est-ce qui s'est passé, ça peut être assez perturbant. C'est perturbant et par ailleurs, quand elles ont connu des aléas de poids au fil de leur vie liés à de la pratique de régime intensif, avec plusieurs régimes, voire des troubles du comportement alimentaire à un moment dans leur vie, tu as un peu l'impression qu'à ce moment-là, tout ça est tapis dans l'ombre et que ça vient renforcer et les troubles et la façon dont ils sont vécus. C'est toujours pareil, si tu veux, il y a la réalité, j'ai pris 3 kilos, puis il y a la façon dont chacune le vit. Si ces 3 kilos deviennent ce dont il faut absolument se débarrasser, coûte que coûte, quel que soit, on va avoir tendance à repartir dans ce qu'on a connu avant, les régimes, et de nouveau réenclencher le cercle vicieux, la restriction cognitive et parfois les troubles du comportement alimentaire aussi qui reviennent. Qui peuvent revenir, ouais. C'est particulièrement compliqué pour les femmes qui ont un parcours de poids déjà instable et conflictuel. C'est encore plus compliqué d'arriver à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que là on arrive du coup, comme on disait avec l'agisme et le sexisme, il peut y avoir de la grossophobie aussi qui vient s'ajouter. En plus, si on prend du poids et plus de poids et il y a une perception de notre corps qui change même par rapport aux autres, ça peut aussi peut-être avoir d'autres problématiques liées à ça, une sorte de discrimination. Ouais, complètement. Et ce qui était vrai avant l'est encore plus. En fait, c'est comme s'il y avait un multiplicateur à ce moment-là des facteurs de discrimination. Et quel conseil du coup tu pourrais donner une femme qui entre dans la ménopause, ou justement pour pas qu'elle tombe déjà directement dans la ménopause et que justement elle voit que c'est un grand ravin horrible, mais qu'est-ce que tu conseilles pour voir cette période différemment? D'abord de se renseigner, de s'informer, de chercher à comprendre, et merci de ce que tu fais parce que c'est un des facteurs parmi tant d'autres pour aider à comprendre, parce que je crois vraiment, et toute ma pratique, je pratique comme ça, mais je crois vraiment qu'on est plus à même de s'emparer des choses quand on a à peu près compris le contour et que on tombe pas dessus violemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est plus que jamais d'être à l'écoute de ses besoins, qu'ils soient physiques ou psychologiques, plus que jamais de travailler sur la notion de faim, de rassasiement, d'envie, de satisfaction, parce que ce qu'on a pu mettre sous le tapis peut-être pendant des années, à ce moment-là, on pourra plus le mettre sous le tapis. Et concrètement, on peut pas se dire, non mais je m'en fous, je vais manger moins que mes besoins,
comme d'habitude, je vais essayer de faire pencher la balance calorique du côté du déficit et ainsi je vais perdre ce poids que j'ai pris. Mais non, ça va pas marcher parce que tout a changé. Comme le Ouais. métabolisme a changé, comme il y a moins de masse musculaire, etc., ça va pas marcher. Donc, l'idée de se dire, je vais repartir dans un énième régime est moins que jamais une bonne idée. C'est Mhm. déjà jamais une bonne idée. Ouais, déjà. Mais et là. Donc, il me semble que l'espèce de d'accord qu'on peut passer avec son corps, ce serait de se dire, bah, ok, tu changes et je vais regarder tes changements, un peu comme on le fera avec un enfant. Tu vois, un enfant, tu lui donnes pas toujours les mêmes quantités à manger parce que il y en a avec des petits appétits, il y en a avec des gros appétits. Il y a des moments où ils ont très faim, des moments où ils ont moins faim. Et puis, ben, tu t'adaptes et puis ils finissent pas leur assiette ou leur biberon, puis après ils la finissent. Ben, là, c'est un peu pareil. Ce corps étant en changement, il a des besoins qui changent aussi. Peut-être de se coucher plus tôt, peut-être de marcher plus souvent, peut-être d'aller plus souvent dans la nature. Je veux dire, il n'y a pas que dans l'assiette que les choses se passent. Ouais. Sentir ces changements au niveau de son schéma corporel, de l'accompagner avec des vêtements qui sont adaptés en termes de Mhm. confort, enfin, de se sentir bien dedans, Ouais. de se sentir belle si on veut se sentir belle, de se sentir bien si on veut se sentir bien, mais pas d'être dans une contrainte supplémentaire. Donc, tout ça, bah, si tu veux de façon assez naturelle, si tu te mets dans cette logique d'écoute, Mm. bah, t'entends de quoi ton corps a besoin ou de quoi ta tête a besoin. Y répondre de la manière la plus adaptée possible, la plus Ouais. juste Et sans possible. jugement aussi, enfin de plus. Voilà, Mhm. ou sans se dire c'était avant autrement, ou machine fait différemment. J'entends ça beaucoup aussi, les femmes qui me disent oui, mais mes copines, elles prennent pas de poids. Alors d'abord, c'est pas parce que tu vois pas qu'elles ont pris 3 kilos que elles les ont pas pris et qu'elles n'en souffrent pas, même si elles n'en parlent pas. Mhm. Et en fait, on est toujours dans cette comparaison C'est clair, ouais. concentrée, tu vois. C'est Ouais, moi j'ai l'impression que j'ai en souffrance et que ça va pas et que les autres le voient, que tout le monde le voit, mais moi je vois pas que les autres peuvent pas aller bien aussi. Mhm. Tu vois, il n'y a pas de limite basse à se sentir mal. Mhm. J'ai des patientes qui me disent non, mais il n'y a pas de drame, j'ai pris 5 kilos. Enfin voilà, si pour elles c'est une souffrance, c'est une souffrance. Et Oui, c'est si, ça. Toute souffrance est légitime dans tous les cas. Mhm. voilà, elle se pèse pas la souffrance. En tout cas, se met pas sur une pèse personne, ça c'est sûr. Et puis, c'est aussi de faire bouger, ça c'est très long, son référentiel de qu'est-ce que c'est qu'un corps sain, qu'est-ce que c'est qu'un corps beau, qu'est-ce que c'est que toi tu peux pas savoir, mais moi je me rends compte que bah, à 25 ans, 30 ans, si je trouvais un mec beau, ben, il avait plutôt 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, je regarde un mec de 25 ans, 30 ans, j'ai l'impression que c'est un bébé. Et moi, les mecs que je vais trouver beaux, ils ont plus ou moins mon âge, tu vois. Et s'ils l'ont pas et que je trouve beau des gens, des hommes d'un âge différent, ben, voilà, c'est ainsi. Mais on se rend compte que pour plein de choses, notre référentiel, il change. Par Mhm. exemple, les cheveux blancs, peut-être à 30 ans, je j'aurais pas voulu avoir les cheveux blancs comme je les ai aujourd'hui. Et Ouais. puis aujourd'hui, je les ai comme ça et ça me va parce que c'est un choix. J'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux pour moi? Je me suis dit, bah, je veux mes cheveux comme ça, je veux pas avoir à faire des teintures, je veux pas m'embêter avec ça. Bon, pour plein de raisons, j'ai décidé de garder mes cheveux comme ça. Mais quand tu fais changer ton cadre de référence et que tu colles à ce qui est juste pour toi, ben, en fait, tout se passe beaucoup mieux. C'est vrai. Ce qui est Mhm. compliqué, c'est la dissonance. Compliqué, c'est le conflit, c'est la distorsion. Oui, c'est ça. Bah, de toute manière, tout ce qui est lié à l'image corporelle, au final, c'est toujours notre. C'est quand on change notre perception qu'on peut se libérer de beaucoup de choses, au final. Ça, c'est, oui, tu le sais bien. Oui, et c'est drôle, j'avais eu un live avec une dermato, Mhm. et elle disait, regardez-vous à 35 ans, à 40 ans, enfin, regardez-vous tous les jours, évidemment, mais elle disait, si vous vous trouvez moche aujourd'hui, enfin, fatigué, genre un peu les traits tirés, ou des poches, je sais pas quoi, j'ai mal dormi. Tu sais, quand on dit, je me sens toute Ouais, chier, j'ai une sale tête, ouais. voilà. Et ben ça, c'est ce que vous serez dans 10 ans. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que au lieu de faire des trucs sur les réseaux sociaux avec des filtres à la con qui te disent voilà comment tu seras dans 25 ou 30 ans, je trouvais que cette idée, ça permettait de commencer à avoir une image en transformation, en évolution, de se dire Mhm. oh, j'ai pas envie, je veux surtout pas ça. Ben en fait, t'as pas le choix. Laisse Ouais. venir les choses et elles viendront et tu vas pas un matin te lever en te disant j'ai cette tête. Regarde n'importe quelle actrice, tu sais, quand on voit ces espèces de rétrospectives là de Ouais, qu'on 18 fait qu'aux femmes, d'ailleurs, souvent. non, 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 non. Moi, j'ai vu des hommes et franchement, eux aussi, ils changent, quoi. Ouais. Non, il y a vraiment les deux. Mais nous, on voit en l'espace de 45 secondes, 45 ans de vie. Mais ces 45 ans de vie, c'est 45 fois 365 jours, hein, tu vois. Mhm. 45, Bah oui. 65 regards dans le miroir. Moments où ils se sont trouvés comme ci ou comme ça. Moments où ils ont fait, oh, j'ai une ride là. Mais moi, je passe plus tous les matins à faire, oh, j'ai une ride, sinon j'y passerai 4 heures, tu vois. Donc, je me dis, ben voilà, maintenant, celles-là, je les ai intégrées.
Puis mon visage, il va encore changer, mon corps, il va encore Mm. changer, ma peau, elle va encore changer. Et tout ça, ben, en fait, c'est un mouvement Ouais, c'est un process. depuis le premier jour jusqu'au dernier, Ouais. en réalité. Jamais des phases où ça s'arrête. Non, après, c'est plutôt notre réalisation. Je pense que par moment, on peut, tu vois, ne pas voir, en fait, et d'un coup, dire, ah ouais, tu sais, c'est comme un peu le coup de vieux qu'on peut voir chez quelqu'un, on va dire, et peut-être pour nous aussi, il y a un peu ce truc-là de, ah oui, maintenant je suis comme ça, et bah, il y a ce truc d'accepter aussi que on a évolué de cette façon, et c'est pas une mauvaise façon ou autre, quoi. Oui, mais tu le sais bien, le mot acceptation, il est vraiment mal perçu Mm. et très souvent vécu comme une renonciation, Ouais, voilà, ouais. une résignation. Ouais, c'est genre, bah, allez, j'accepte, mais enfin, c'est Euh, ce truc de, je peux ok. pas faire autrement, bah, je faut Ouais. bien que j'accepte. Mais donc, il y a tout un travail aussi de déconstruction autour d'une image idéalisée, d'une image figée, Ouais. de la jeunesse et du mythe de la jeunesse éternelle, Ouais. qui est très forte, surtout dans notre société, hein, d'ailleurs, Mhm. où l'agisme pour être contre, enfin, et ne pas vouloir voir les personnes âgées, mais le jeunisme pour vraiment favoriser et, Ouais. mettre en avant la jeunesse. Ouais, c'est comme l'idéal de minceur, enfin l'idéal de jeunesse aussi en fait. Mhm. Ben, jeunesse, minceur, beauté, tu as quand même un triangle infernal Ouais. qui est très associé. Et donc, il faut casser ce triangle Mhm. dans la tête de chacun et dans le référentiel de chacun pour pouvoir à un moment donné dire, OK, ben, je suis plus jeune, mais je sais pas, je suis toujours mince, je suis plus jeune, mais je me trouve toujours belle, je suis plus mince, mais je suis quand même jeune. Enfin bref, peu Mhm. importe. Il faut les délier, Mhm. les déconnecter les uns des autres. Ouais, et puis déconstruire aussi l'idée que c'est forcément mieux d'être plus jeune ou c'est forcément mieux d'être plus mince ou ce genre de choses. Ou c'est forcément mieux d'être plus belle. Voilà. Ouais, tu as raison. Oui, comme un idéal de vie, un peu comme un mythe, comme quelque Ouais. chose qu'il faut atteindre coûte que coûte, sinon tu as raté ta vie. Ouais, et puis c'est l'idéal qui crée la souffrance parce que quand il est un trop grand écart entre bah, notre situation du moment actuel et la situation qu'on espère avoir, et d'où le côté minceur ou même le côté être plus belle, etc., bah, c'est ça qui nous maintient encore dans cette insatisfaction corporelle. De toute manière, c'est toujours cet écart-là. Hein. Mm. Complètement. Donc, je pense que c'est un vrai travail sur soi à mener, un de plus, mais qui, lorsqu'il y a eu déjà du travail fait, tu vois, un travail sur soi, on peut en avoir eu plusieurs fois dans sa vie, Mm. plusieurs moments, mais c'est un petit peu comme des petites marches qu'on montait à chaque fois, on Ouais, reprend des pas paliers. des paliers. Je pense que ce travail de métabolisation, de comprendre ce qui se passe, chercher du sens, Mhm. d'accepter et ce qui va bouger de manière irréversible, je crois que c'est un truc qui est très personnel et qu'une fois qu'on est au clair avec ça, ben, on déconstruit beaucoup plus facilement Ouais. ce qui arrive de l'extérieur, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, j'aime bien l'idée que, au final, même que, par exemple, même qu'on est plus jeune et qu'on fait ce travail-là sur nous, justement, bah, d'arriver à accepter le corps qu'on a, accueillir les changements qu'on voit, etc. Ça va nous permettre peut-être aussi sur le long terme et peut-être à d'autres moments de notre vie d'être aussi plus serein face à tout ça. Ah bah c'est clair, je crois que le travail sur soi, c'est là encore une dynamique et quelque chose, un process qui par moment est un peu plus en sourdine, par moment ressort parce qu'il y a besoin et que la personne se sent submergée, mais à chaque fois, elle est enrichie du travail qu'elle a fait et ça la porte pour éventuellement un travail suivant. D'ailleurs, je le vois moi chez les femmes qui arrivent, qui sont dans ces alentours de la ménopause, de la cinquantaine, elles n'ont plus du tout les mêmes demandes et les mêmes attentes dans le travail qu'on va faire ensemble que celles qui ont 35. Bah oui. Et en fait, leur demande à 50-52, elle est beaucoup plus d'apaisement, alors que à 35-37, elle est encore de je veux atteindre ça, Ouais. je veux réussir à ça. Tu Mm. vois, avec l'idée du perfectionnisme, avec l'idée de rien lâcher, avec du contrôle plus. Donc, quelque chose comme si la vie leur avait pas encore appris suffisamment qu'elle pourrait pas toujours tout contenir, elle pourrait pas Mhm. toujours être à la manœuvre et Ouais. décider. Ouais, ouais, je te rejoins sur ce sujet parce que, enfin, je le vois aussi avec mes clientes. Il y a des femmes qui ont plus âgées, qui peut-être ont vécu des régimes pendant des années, etc., et qui sont maintenant, enfin, sont prêtes, on va dire, encore plus d'abandonner un peu ce truc-là en disant, bon, j'ai donné des années, c'est bon, on m'en reprendra plus. Alors que peut-être que quelqu'un qui est plus jeune a encore peut-être cette fenêtre qui s'ouvre de temps en temps ou voilà, il y a moins cette renonciation, on va dire, à l'espoir que donnent les régimes et qui est pas forcément pertinent, quoi. Il y a moins cette renonciation. Tu vois, là, tu viens d'employer le mot renonciation, mais je pense à bon escient. Et puis,
il y a moins l'acceptation que on peut pas faire tout ce qu'on veut d'un corps. C'est ça. On est aussi programmé pour être d'une certaine manière, avec un certain morphotype, et que contrairement à ce que veulent nous faire croire les vendeurs de régime, les vendeurs de crèmes et autres ersatz, Ouais. on peut pas tout changer. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu, c'est la croyance qui est la plus difficile, ça, déconstruire le côté que le corps, c'est pas un bloc d'argile où on peut choisir à volonté ce qu'on fait, tu vois, ce qu'on change quand même. Le corps, on peut pas choisir notre poids, on peut pas choisir notre silhouette, on peut pas choisir comment il évolue, même dans notre âge, etc. Ouais, il y a ça. Et moi, je vois arriver deux autres sujets de focalisation, Ouais. et le sport Mm. et la santé. Mhm. Et là, on est aussi sur un trio bien poucrave, là, corps slash poids, santé, mouvement, où les vendeurs de coaching sportif, je vois les mêmes dérives, tu vois, de Ouais. où on te martèle ce qu'il faut faire, que la vie c'est le mouvement, qu'il faut bouger, qu'il faut bouger, qu'il faut bouger, qu'il faut bouger, presque quel qu'en soit le prix, il faut bouger. Et puis la santé, comme si, et alors là, moi je le vois plus chez les femmes d'une cinquantaine d'années, mais tu vois, ce matin, j'avais une patiente de 26 ans et Mm. je parlais de ça avec elle parce qu'elle me disait, oui, je sais que ça, je fais pas du bien à mon corps, c'est pas bon pour la santé. Elle Ah, me parlait ouais. du fait de boire de l'alcool pendant les fêtes. Et je me disais, c'est fou parce qu'il y a 10 ans, je n'aurais jamais entendu cette phrase. Je ne l'ai jamais entendue dans les Mhm. 15 dernières années. Prononcer cette phrase par une fille de 26 ans. À 50, 60, 70, éventuellement, tu t'inquiétais pour ta santé. À 26, tu étais immortel, Mm. rien à faire. Ce truc-là de santéification, enfin, tu vois, Ouais, dire, ouais, c'est le santéisme, ouais. Mm. ouais, comme un dieu Ouais, qui c'est une religion. Mm. une religion. Et Mhm. comme d'ailleurs au Moyen Âge, la religion promettait, si tu faisais bien tes indulgences et tes prières, tes machins, le ciel éternel, là, enfin Mhm. le vie éternel. Bah là, c'est un peu la même chose en fait. Ouais, C'est carrément. on te dit, tu as la main pour maîtriser ta santé, et Mhm. donc fais tout ce qu'il faut pour la maîtriser. Mais comme de toute façon, tu ne seras pas payé maintenant, hein, tu seras peut-être payé plus tard, et encore, si tu l'es pas plus tard, on trouvera toujours un truc pour te dire que tu n'as pas fait ce qu'il Ouais, fallait, que c'est ta faute, ouais, voilà, comme la c'est culture du ta faute. régime. Mm. Donc finalement, tu as une espèce de pression là comme ça, pression sur le corps, minceur et corps santé. Mm, mm. Pression sur le sport, minceur, sport santé. Ouais, corps musclé même, qui limite. Oui, Mm. oui, exact, oui, corps musclé, slash corps santé, slash corps minceur, enfin, Ouais, tu vois. voilà, ouais, comme le fitness Et, et tout. Ouais. et donc, à un moment donné, mais tu es responsable de tout, quoi. C'est clair. Ça ne s'arrêtera pas parce que c'est un business monumental, hein. Le business du sport est aussi énorme que le business de la nutrition et de l'alimentation. Mhm. Et le business de la santé associé à tout ça aussi. Ouais, Donc, le côté healthy, machin, ouais. Mhm. fille, développement personnel, même santé mentale, hein, en fait, ça ouvre vraiment large les portes du business. Donc, ça ne s'arrêtera pas. Mais ce que j'aimerais, c'est alerter et dire aux personnes qui vont écouter ce podcast qu'il y a besoin d'un esprit critique, il y a besoin Carrément. de faire un petit saut en arrière quand on entend des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais de ça, moi, et qu'est-ce que je veux pour moi? C'est rigolo, je parlais alors avec des gens beaucoup plus âgés il y a quelques jours de santé et l'un d'entre eux qui a 74 ans me disait non mais de toute façon je vais pas faire son activité favorite pendant encore 10 ans. Et je lui dis bah attends, regarde machin qui habite dans le même village que nous, il a presque 10 ans de plus que toi et regarde tout ce qu'il fait. Et il me dit, non, mais attends, machin, lui, il a toujours fait du vélo, il a toujours fait du sport, il a jamais fumé, il a toujours mangé hyper, hyper healthy, etc. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça, moi? Pourquoi? Pour gagner quoi? Combien de temps? Et les deux sont entendables, mais c'est juste que c'est pas forcément évident. Peut-être, je lui dis, mais regarde Mick Jagger, des tas de contre-exemples. Et alors, c'est peut-être pas à la masse, hein, tu vois, d'avoir une vie dissolue ou de pas faire tout ce qu'il faut et pourtant de vivre longtemps. Mais il y a aussi le contre-exemple de gens qui ont toujours eu un mode de vie hyper sain et puis qui déclenchent des maladies quand même. Bah oui, oui, c'est vraiment une croyance à déconstruire, le côté on est responsable de notre santé à 100% et qu'il n'y a aucun autre facteur, mis à part ce qu'on fait, on a la main sur tout ça, c'est vraiment faux. Et ouais, je te rejoins complètement sur ce triangle avec aussi ouais, le fitness. Moi, la sphère du fitness, je trouve qu'elle est... je parle du fitness, mais ça peut être voilà tout le côté sport, tu vois. Même pas santé, en fait. Au final, c'est sport pour contrôler son corps, mine de rien. Parce que le côté santé, c'est un prétexte, en fait. Je trouve qu'il y a aussi
une bonne hypocrisie de ce genre de sphère, puisque au final c'est la santé. Non, c'est le côté jeune, c'est le côté mince, c'est le côté musclé, donc beau, donc qui correspond au standard en fait. C'est pas forcément pour vivre des années de plus en bonne santé ou ce genre de choses, c'est plutôt pour une apparence en fait. Et c'est vrai que ça détruit beaucoup de gens, notamment la jeune génération. Pour ça, pour revenir à ce qu'on disait, quoi. Je pense que les générations les plus anciennes, on va dire, sont moins tentées par ces nouveaux discours, sont moins la cible aussi, et que la jeune population se prend ça de plein de fouet et ça devient, ouais, ça devient une pression, comme tu disais tout à l'heure aussi, une chape de plomb un peu sur le côté on est responsable, quoi. Ouais, t'as raison. Et alors, l'ancienne génération, elle va être plutôt dans la culpabilité, parce qu'on va lui dire, ah bah oui, non mais t'as ça, t'as cette douleur-là, ah bah t'étonnes pas, t'as vu le poids que t'as pris, C'est faut vrai. pas se demander, voilà, vous faites du sport, madame? Non, ah bah faites du sport, ça ira Mm. mieux. Vos maux de dos vont passer, vos maux de genoux vont passer, vos maux de pieds vont passer, vos maux de tête vont passer. En fait, tu vois, comme s'il y avait, avant, on disait la psychologie. Au bout Mm. d'un moment, tu sais, quand les professionnels de santé avaient fait le tour, ils disaient, faut aller voir un psy. C'est Ouais, psychologique, c'est le stress. ouais. Il y a eu le stress d'abord, puis c'est psychologique. Ensuite, c'est l'alimentation. Maintenant, c'est le sport. Faites Mhm. du sport et tout va s'arranger. Il faut Mhm. être juste un peu réaliste. Et puis surtout, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui, pour X raisons, ne se sentent pas capables ou n'ont pas les moyens ou Mhm. ne savent pas comment faire ou vont se faire mal en faisant quelque chose Bah oui. en espérant bien faire. Enfin bon, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Mhm. Et qu'est-ce qu'on fait simplement des gens qui n'aiment pas, qui ne se sentent pas adaptés à avoir, les faire 3 footings par semaine, Mhm. qui n'ont pas ce temps-là à accorder à ça, C'est qui ne vrai. veulent pas accorder, certes, mais c'est leur choix. Enfin, il y a un Ouais, moment. bah, c'est aussi le côté validiste aussi du truc, quoi. C'est aussi puis de vraiment sanctionner les gens sur leur santé, leurs habitudes aussi. Et je pense que ce que tu dis, oui, peut-être les anciennes, les générations plus âgées ont un peu ce côté maintenant, elles passent à la caisse, on va dire des choses que peut-être qu'avant ils en parlaient pas tant que ça en fait du mouvement, etc. Et maintenant c'est genre bah en fait ça c'est des choses que vous auriez dû faire, vous devriez maintenant, dès maintenant, faire à fond, alors que c'était des discours qui n'étaient pas là aussi, quoi. D'ailleurs, pour reboucler avec le sujet d'entrée dans la ménopause, Mhm. il y a beaucoup l'idée que c'est un moment crucial pour faire de l'activité physique parce que justement cette fonte musculaire qu'il faudrait contrecarrer avec l'activité physique, mais pas plus à ce moment-là qu'à aucun autre moment. Si tu fais de l'activité physique qui te plaît pas ou pour laquelle t'as pas de motivation autre que on m'a dit qu'il fallait en faire et je dois en faire, mais ça tiendra jamais quoi. C'est Bah comme les oui, débutants du camp. ouais. C'est le plaisir avant tout, de toute manière, hein, souvent. C'est en tout cas, moi je dirais même le sens, parce que parfois il n'y a pas du plaisir, mais pour la personne, il y a quelque chose qui fait sens. Il y a la promesse du plaisir, et puis il y a aussi peut-être pour la personne une espèce de se sentir bien dans sa tête à C'est ça. l'idée d'aller courir, Ouais. de sentir que ça lui fait du bien dans son corps, de déverrouiller des choses, etc. Hmm. Donc ça prend sens pour cette personne-là, tu Ouais. vois. Parce que dire toujours il faut que vous fassiez les choses par plaisir, avec plaisir, ben là encore, hein, ça met une espèce de pression du plaisir. Ben, il y a des moments où tu n'iras pas, il y a des moments où tu iras, mais euh, juste quelle est pour toi la raison d'être de cette activité-là à ce moment-là dans ta Hmm. vie? Oui, oui, c'est vrai que de toute manière, dans toute habitude, au final, qu'on essaie de tenir, même pour une habitude dans tout, en fait, j'ai envie de dire, même que ce soit santé ou même dans la vie pro, etc., c'est plutôt enfin, aimer le système qui est mis en place pour garantir cette habitude que d'aimer forcément la chose. Et des fois, bah, il y a ce côté discipline qui peut venir en compte, en fait, dans tout ça, mais voilà, qui est pas forcément mauvais. Tu vois, de ce côté, je me discipline, mais je sais que ça m'aide à, bah, comme on peut dire en thérapie ACT aussi, le côté, bah, ça a du sens dans le sens, ça rejoint une de mes valeurs et ce qui est important dans ma vie, et du coup, je le fais, même si sur le moment, voilà, c'est contraignant, etc. Oui, puis C'est je crois qu'il difficile. y a des gens à tout âge qui ont besoin de cadres plus ou moins souples. Et certains, enfin ce que toi t'appelles la discipline, pour moi c'est un cadre. Tu vois, je me suis dit que j'irais courir une fois par semaine, donc ben, j'y vais. Mais là aujourd'hui j'y vais pas parce que là, je sais pas, j'ai des courbatures, je me sens pas bien, je suis un peu fébrile, je sais pas. Mhm. Mais j'irai après-demain. Enfin bon, bref, je m'organise dans ce cadre, mais je sais que j'ai mon cadre. Il y a des gens qui vont pas du tout bien marcher à ça, qui vont mieux marcher à c'est quand ça me vient, quand ça me paraît évident, ben, je vais chausser mes baskets et je vais y aller. Et il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste que Ouais. c'est l'un est plus adapté à l'un et l'autre plus adapté à l'autre. Ouais, il faut trouver de toute manière un peu sa façon de fonctionner pour pas mal de choses, hein. Mhm.
ce qui me convient. Je vois que l'heure tourne. Laurence, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à notre audience, à mon audience plutôt, mais aux personnes qui nous ont écoutés? Qu'en fait, peut-être que la vie est longue et que ce que je perçois chez ces femmes qui ont dépassé la période de l'entrée de la ménopause, là, c'est que ça doit être comme un peu l'accouchement, il doit y avoir des trucs qui se passent et qui font qu'on oublie et que bien souvent, quand elles en parlent quelques années après, c'est devenu un non-événement et qu'il faut se rappeler de ça aussi, c'est qu'on est pris dans une continuité. Alors par moments, on fait des focus sur des inconforts ou des situations particulières, mais qu'en réalité, ce dont on se souviendra quelques années après, c'est assez évanescent, tu vois, un peu, Ouais. ça s'évapore dans nos souvenirs et c'est pas plus mal, mais que en revanche, là où cette idée du carrefour est importante, c'est de se demander comment on a envie de se projeter dans ce temps de vie, qui, donc, je le disais, est long, 40% de la vie. Et c'est chouette de se dire qu'on a à revoir son jeu de cartes et à réimaginer un jeu différent pour encore 30 ou 40 ans. Ouais, mais non, c'est inspirant tout ça en tout cas. Merci beaucoup d'avoir laissé une grande tribune comme ça à ce sujet Je t'en prie, merci à toi Laurence d'être venue sur le podcast. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.